Garland ici. Laissez-moi m'assurer que j'ai bien compris. Je suis encore sur la route. Inutile de le dire. Puisque je suis sur la route, il y aura quelques problèmes techniques, mais je ferai de mon mieux. Je suis à 7 heures d'avance sur mon horaire habituel, dans United Nations, lieu non divulgué. Je suis dans United Nations Bunker. Regardez ça, voilà le fantôme de Dick Cheney. Non, je suis dans United Nations Bunker. United Nations Bunker souterrain, à des milliers de kilomètres de mon emplacement habituel. Quoi qu'il en soit, je m'éclate, je passe du bon temps, j'apprécie les gens, le temps, la nourriture, tout ça, et je traîne avec Scott Ritter, bien sûr, tous les jours. On passe de bons moments et j'apprends beaucoup. Alors, parlons de la folie qu'est l'Empire des États-Unis. United Nations Empire. Absolument absurde, je ne sais même pas comment appeler ce simulacre qu'on appelle diplomatie. Le reste du monde doit juste nous regarder. Normalement, je dirais qu'il rirait, mais tu ne peux pas rire quand tu vois United Nations Empire qui se défait et qui possède des armes nucléaires. Autant qu'on puisse en plaisanter, le fait que cet empire possède des armes nucléaires, le fait que cet empire soit lié à la hanche à Israël, et on peut débattre pour savoir si c'est Israël qui commande, ou les États-Unis, ou les deux, enfin, des co-irresponsables dans leur complot sournois pour dominer le monde, comme vous voulez le formuler. Je suis assez fatigué maintenant, donc je ne vais pas être très habile pour l'exprimer. Mais en bref, on a affaire à United Nations gouvernement vraiment brisé, défaillant sur tous les plans. Et à United Nations, moment où la nature agressive et militariste de la politique étrangère engendre catastrophe après catastrophe, et la dernière en date va poser des problèmes à l'ensemble du monde. Et nous avons United Nations gouvernement, qui au niveau le plus fondamental, est incapable de mener même les formes les plus rudimentaires de diplomatie. Maintenant, je ne dis pas que l'Amérique est incapable de diplomatie pour cette raison. Regardez les émissions sur YouTube. Vous avez vu Ray McGovern, Larry Johnson, Garland Nixon, Daniel Davis et bien d'autres. J'ajouterai Doug McGregor. Je pourrais égrener les noms United Nations à United Nations. Et vous le pourriez aussi. Des personnes aux États-Unis qui sont capables de faire de la diplomatie, qui sont capables, qui regardent la situation, qui la suivaient avant même qu'elle n'éclate, avec honnêteté et assez de lucidité pour reconnaître les limites du pouvoir des États-Unis et les nouvelles dynamiques de puissance mondiale. Vous voyez, c'est ce qu'il faut faire. Il faut reconnaître que les rapports de force mondiaux changent et travailler dans le cadre de ces nouvelles dynamiques, plutôt que ce que font les États-Unis. Et voici pourquoi les États-Unis n'obtiennent pas d'accord. On parle de deal façon Trump, plutôt que d'accords internationaux et de traités. Premièrement, il faut accepter les limites de son propre pouvoir. Cela signifie qu'il faut accepter l'échangement des rapports de force dans le monde au lieu d'essayer de les saper ou de les usurper. Ce qui se passe avec les États-Unis, c'est simple. À mesure que de nouvelles puissances mondiales émergent, que des puissances régionales montent, comme l'Iran, on peut soutenir que c'est une puissance régionale, ou désormais affirmer que c'est une puissance mondiale, à cause de sa position géographique et de sa capacité opérationnelle à contrôler le détroit d'Ormuz et à dominer une région cruciale pour l'industrie internationale. On peut donc discuter. L'Iran n'est pesons fait pas une puissance mondiale montante, mais il a progressé, notamment grâce à cette technologie militaire, non? Ainsi, les États-Unis se trouvent dans une situation où leur gouvernement se dit « D'accord, ces puissances montent tout autour de nous, alors qu'allons-nous faire? On va, en gros, essayer de vider l'océan Pacifique avec une cuillère à café. Encore mieux, une fourchette. On voit la capacité industrielle de la Chine augmenter de façon spectaculaire. Et bien sûr, cela signifie que sa capacité économique et sa puissance géopolitique montent en même temps que sa puissance industrielle. Regardez la Russie.
elles se renforcent, leur capacité militaire augmente. Les trois, voyez-vous, les puissances montantes renforcent surtout leur puissance militaire, et bien sûr, en grande partie, à cause de nous. Donc les États-Unis, au lieu de dire d'accord, voilà ce qui se passe, ces autres puissances montent et c'est comme ça, on ne peut rien y faire. Et c'est ce que devraient se demander les États-Unis, comment en tirer profit. Le monde change. Comment suivre le rythme du monde qui change et en tirer profit? Si j'étais les États-Unis, j'appellerais la Chine en disant « Écoutez, on a ce marché énorme, nous fabriquons des voitures, vous fabriquez des voitures. Et si on lançait des projets communs? Vous voulez vendre des voitures ici. Nos voitures sont trop chères, on a des problèmes avec nos voitures. Pourquoi ne pas faire ça? Pourquoi ne pas fabriquer certaines de vos voitures dans nos usines? On vous ouvre nos marchés et vous vous associez à Ford, Chevrolet ou à d'autres. Vous gagnerez de l'argent. Ils gagneront de l'argent et nous pourrons exporter. Tout le monde y gagnera. Pourquoi ne pas essayer quelque chose comme ça? La Chine serait partante. C'est ça. Pourquoi ne pas regarder la Russie? Eh bien, on veut explorer des ressources naturelles dans l'Arctique ou ailleurs. Peut-on s'associer pour ça? Si nous agissions en partenaire honnête, ils accepteraient. Donc si on se penchait vraiment sur la question et qu'on se disait « le monde change, comment je peux en tirer de l'argent ?» On pourrait parier que tout le monde en profiterait, mais ce n'est pas ce qu'on fait. Ce n'est pas dans la nature des personnes qui dirigent ce pays. Les gens qui dirigent ce pays, contrairement au peuple, sont malveillants, comme la plupart des gens. Ouais, il y a des connards ici. Il y a des gens du genre Mark Levinson ici. Mais beaucoup d'Américains veulent juste nourrir leur famille et manger. Donc, beaucoup de gens disent qu'ils ne veulent pas des nuits, on ne veut pas toujours plus de guerre, et on ne veut pas que tout notre argent parte à l'étranger. Eh bien, ça ne convient pas à notre gouvernement. Donc, ce que nous avons, c'est ça. Soyons honnêtes. Et ce ne sera pas facile. Je suis fatigué. Nous avons United Nations gouvernement en décalage avec le monde, qui est en guerre contre la modernisation, contre la modernité. Alors que le monde change, notre gouvernement dit qu'il est en guerre contre ça. Nous ne pouvons pas laisser les dynamiques de pouvoir changer. Ça ressemble à United Nations, quatrième Reich. Je veux dire, qu'est-ce que les nazis disaient? Ils allaient bâtir le troisième Reich qui allait durer 1000 ans. Non. Bossion face a fait ses guises concilierouse, itchekirance, et pourran, duran, niran, 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 niran. Qu'est-ce que les États-Unis disent? Et nous allons bâtir l'empire des États-Unis, 4% de la population mondiale, et on va dominer le monde. Pour toujours, on ne peut même pas dire dans 1000 ans. En fait, la doctrine de Paul Wolfowitz, vous pouvez vérifier, il l'a écrite en 2001 et ils l'ont modifiée parce qu'elle était tellement fasciste. Mais si vous consultez la version originale, c'est exactement ça. C'était « Nous ne pouvons jamais permettre qu'une autre puissance, surtout en Eurasie, c'est à donner la Russie, de s'élever et de contester notre suprématie. » Alors pourquoi tout ce cirque autour de la Chine? Il faut contenir la Chine. Ça veut dire qu'il faut contrôler leur croissance en l'arrêtant. La seule façon dont on leur permet de croître, c'est si on y gagne de l'argent. C'est absurde, on ne peut pas le faire. Avons-nous la puissance économique pour le faire? Non. Sur le plan industriel? Non. Côté militaire? Peut-on y aller? Non. Non. Alors on en arrive à cette folie complète, qui dit qu'il faut contenir la Chine alors qu'on ne peut même pas les atteindre. On est tellement pris à faire la guerre partout qu'on n'arrive même pas à mener notre plus grande et plus stupide folie, tenter de contenir la Chine. Et je le dis, si quelque United Nations pense à faire la guerre à la Chine, qu'il oublie cette idée. Vous vous faites battre par l'Iran. Vous ne pouvez pas vaincre l'Iran. Vous n'avez pas réussi à vaincre les Houthis. Ça aurait dû vous alerter. Mais non, perdu face aux Houthis, et ensuite, bêtement, ça montre à quel point ces gens sont stupides et incompétents. Ils ont perdu face au Yémen, perdu une bataille contre le Yémen, et ont pensé, bon, on va ignorer ça et aller combattre l'Iran. Et on voit bien que ça ne se passe pas bien. Et nous utilisons en gros des chevaux et des charrettes. Vous savez, on utilise des cuirassés et des porte-avions, gigantesques cibles à portée pour ceux qui ont des drones et des missiles. Et nous avons les plus gros navires jamais construits. Je crois que l'United Nations de ces porte-avions est le plus grand navire jamais construit. Bon sang, c'est facile à toucher. N'est-ce pas? Une belle grosse cible. Et vous avez des missiles? Ils ne sont peut-être pas précis. On va tout simplement envoyer le plus gros navire jamais construit. Comment pourrait-on le manquer? Autant inscrire Titanic sur son arrière. Je crois que c'était le Gerald Ford.
autant inscrire Titanic sur son arrière, parce que c'est gigantesque et qu'il peut facilement être envoyé par le fond. Alors on l'envoie au combat. Qu'arrive-t-il au Gerald Ford, la première fois qu'il est vraiment engagé en guerre? Si j'ai bien compris, les toilettes sont bouchées. La soi-disant buanderie est en feu. Certains le prétendent. On entend des versions contradictoires. On dit que la buanderie est en feu. On entend que certains soldats l'ont dit. On nous dit que des missiles ou des drones iraniens l'ont frappé. On ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il n'est pas en service et qu'il retourne au chantier naval pour 12 à 14 mois, ce qui voudra probablement dire bien plus. Tas de ferraille. 13 milliards de dollars. Mais devinez quoi, il valait 13 milliards de dollars, donc il a fait ce pourquoi il a été conçu, rapporté 13 milliards et c'est ce qu'il a fait. Et maintenant, il va repartir au chantier et ils vont en dépenser encore 150, 200, 300 millions de dollars pour le réparer. Je veux dire, il a passé 1 ou 2 semaines en combat. Puis il est sorti du combat et il n'a plus vraiment pu y participer. Encore une fois, c'est juste du gaspillage, une opération de blanchiment d'argent. C'est tout ce qu'est notre armée. L'Iran dépense United Nations pour 100 de notre budget militaire et nous met la raclée. En réalité, on ne dépense probablement qu'United Nations pour 100 de notre budget militaire, parce que les 99% restants sont volés et blanchis entre les mains de la classe criminelle, du genre Epstein. Donc en réalité, quand on dit qu'on dépense United Nations billions de dollars, oui, on en dépense 100 milliards, le reste, chaque centime est volé. Bon, revenons-en. Donc, pour négocier avec quelques United Nations, et c'est la même chose pour aller en guerre, il faut se connaître soi-même. Il faut se connaître avant de connaître l'ennemi. Si tu fais du sport, tu dois connaître tes forces et tes faiblesses. Si tu joues au tennis et que ton revers est faible, tu dois travailler ton revers. Quel que soit le jeu, tu dois connaître tes faiblesses. Et si possible, connaître les faiblesses de l'ennemi, jouer sur tes forces et exploiter ses faiblesses. Et si lui découvre tes faiblesses et connaît ses forces, il va probablement te battre. Donc celui qui se connaît le mieux, qui connaît le mieux l'autre et qui sait exécuter peut gagner. D'accord. Le problème, c'est que la diplomatie exige United Nations état d'esprit différent. Elle exige une logique gagnant-gagnant. Elle exige de la compréhension. Il faut, dans une certaine mesure, même pour la stratégie, de l'empathie. Même si c'est de l'empathie stratégique. L'empathie stratégique, c'est comme dans United Nations procès, simulé à la fac de droit, on te donne toutes les informations sur l'affaire, mais tu ne sais pas si tu seras le juge, le jury ou l'accusation. Tu peux être l'accusé. Tu ne sais pas quel rôle tu auras, mais tu étudies quand même le dossier. Il faut donc comprendre ce que chacun en attend et comment chacun va l'aborder. Il faut comprendre ça. On appelle ça l'empathie stratégique. Tu n'as pas à aimer l'autre camp. Tu n'as pas à apprécier l'autre camp. Mais tu dois le comprendre en profondeur, au moins pour pouvoir élaborer une stratégie et avoir assez d'empathie pour prendre en compte ce que, utilisons ce terme que je n'aime pas, ton adversaire recherche. Comme je l'ai déjà dit, tout le monde écoute la même station. Qu'est-ce que j'y gagne? Il faut donc penser à ça. Maintenant, Trump parle à tort et à travers. Je vais vous montrer pourquoi les États-Unis ne parviennent à conclure aucun accord et aucun traité. Écoutez ça. Trump prétend qu'il pourrait contrôler conjointement le détroit d'Ormuz avec le guide suprême de l'Iran, alors que Téhéran dément toute négociation, d'accord? Le détroit d'Ormuz pourrait être ouvert très bientôt si les discussions diplomatiques avec l'Iran se passent bien, a déclaré ce matin aux journalistes le président des États-Unis, Donald Trump, n'est-ce pas? Le ministère iranien des Affaires étrangères a cependant catégoriquement démenti les affirmations du président des États-Unis, selon lesquelles des discussions auraient European Union lieu, ni directement ni indirectement. Interrogé sur la capacité de l'Iran à continuer de contrôler cette voie maritime cruciale, l'United Nations des canaux pétroliers les plus fréquentés au monde, Trump a répondu qu'elle serait contrôlée conjointement par lui et par le prochain ayatollah. Téhéran, cependant, a déjà annoncé le nouveau guide suprême de la République islamique. Trump a aussi affirmé qu'il y aurait une forme de changement de régime très sérieuse en Iran. Bon, voilà le point. On rapporte aussi que Trump a dit s'attendre à obtenir United Nations accord d'ici le 9 avril. Ouais, bon, il s'attendait déjà à en avoir United Nations en Ukraine en 24 heures. Voilà le problème. Écoutez ce qu'il dit.
c'est déconnecté de la réalité. Il dit que l'Iran va coopérer avec lui, mais l'Iran ne coopère pas avec vous. Il faut voir que, encore une fois, Donald Trump ne fait que parler. Et il me semble que ce qu'on entend, c'est la même chose qu'on a entendu au sujet du conflit ukrainien en Europe, non? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi n'y a-t-il jamais European Union, la moindre chance d'United Nations Accord ou quoi que ce soit? Le pantin ukrainien, Zelensky et ceux qui finançaient et poussaient la guerre, les Européens, les Américains et compagnie, se réunissaient et disaient « On prépare United Nations plan de paix, mais sans inclure les Russes. » Et ils disaient « Oui, nous avons United Nations plan de paix. » De son Descols. Ce plan de paix, c'est exactement ce que nous voulons. Nous gagnons, les Russes perdent. Voilà le plan de paix. Et ensuite, il disait, on va le soumettre aux Russes, et les Russes feraient bien de l'accepter sous 24 heures. Et s'ils ne le font pas, alors on leur infligera encore plus de sanctions. Ils avaient United Nations plan de paix. C'était une capitulation sans condition. Nous savions tous qu'ils n'allaient pas le faire. Mais il ne s'agissait pas de savoir si les Russes allaient le faire. C'était pour se réunir et se donner bonne conscience, comme s'ils avaient raison. Et il n'y avait aucune capacité d'introspection, aucune envie ni aptitude à se demander « Ok, quels sont nos points forts et nos faiblesses ?» Qu'est ce qu'on peut imposer aux Russes et qu'est ce qu'on ne peut pas leur imposer? Pourquoi? Parce que vous n'avez pas inclus les Russes. On n'incluait pas les Russes. Ils n'avaient pas voix au chapitre alors qu'ils gagnaient la guerre. Non, on ne pense pas qu'ils gagnent. Et il suffisait de donner United Nations, peu plus d'argent à Kiev pour le blanchir et le garder d'une manière ou d'une autre. Tout ça était absurde. Et c'est ce que Trump fait maintenant. On dirait presque qu'il dit « Bon, que voulons-nous? J'aimerais contrôler conjointement le détroit d'Ormuz avec l'Iran et prendre la majeure partie de l'argent. L'Iran ferait ce qu'on veut, on les menace, on revient, on les bombarde et on les attaque à nouveau dans 6 mois. C'est ce que je voudrais. Quel genre d'accord allez-vous conclure? Eh bien, on va revenir les attaquer dans 6 mois et on fera du commerce. Ah bon? Vous pratiquez encore le changement de régime? Je veux dire, il dit qu'il y aura United Nations changement de régime. Ah, vous comptez changer le régime. Vous parlez toujours de changement de régime et en même temps vous dites que vous allez collaborer avec l'Iran sur United Nations accord commercial dans le détroit d'Ormuz. Et ça vous semble logique? C'est de la folie. Nous tous, les gens du chat et moi, on regarde ça et on se dit « Oui, c'est franchement de la pure folie. Vous parlez de changement de régime et faire United Nations accord en même temps alors que vous vous tirez encore dessus. Et juste hier, tu menaçais de leur tomber dessus avec des armes nucléaires massives ou United Nations, trucs comme ça. Tu vas dire à l'Iran vendredi ou samedi « Faites ce que je veux dans les 24 heures, sinon je détruis toutes vos infrastructures énergétiques. » Et puis l'Iran dit « D'accord, vous pouvez faire ça. Mais alors nous, on va détruire toutes les infrastructures énergétiques de la région. » Et Trump dit « Si vous faites ça, c'est comme avoir une arme nucléaire. Donc je devrais utiliser une arme nucléaire contre vous. » Et tout le monde se dit « Il a perdu la tête. » Puis sort en disant « J'ai parlé avec ces gens. » Sauf qu'apparemment ce n'est pas vrai. Les Iraniens ont juste dit « Nous avons communiqué nos exigences. » Ils n'ont pas dit « Si vous voulez que la guerre s'arrête, ce n'est qu'une rumeur. Si vous voulez qu'elle s'arrête, voici la liste des choses que vous devrez faire. » Et eux disent « Nous n'avons pas négocié avec eux. On a juste donné une liste de nos revendications. Ce n'est pas négocié. Et on n'a pas l'intention de négocier avec eux. En gros, il y a une liste de nos exigences. Ils peuvent nous appeler et nous donner cette liste. Ou on peut continuer à se battre. Peu importe pour nous, on ne renonce pas. Nous sommes là pour nous battre. On est prêt à commencer. On a déjà commencé à se battre. Et on continuera de se battre. Mais s'ils décident, au lieu de se battre, de nous accorder ces demandes, eh bien ce serait encore mieux. Et s'ils ne le font pas de problème. On fera ce qu'il faudra. Ok. Et ensuite Trump sort et dit des choses complètement fausses. Il déboule et tient des propos mensongers. Je ne sais pas exactement pourquoi. Parce que c'est Trump. Et donc mon point, c'est qu'on ne voit même pas le gouvernement des États-Unis dire « ça n'a aucun sens ». On ne voit pas non plus le Congrès. Je pense que Schumer et Chris Murphy ou quelques United Nations disaient « Trump s'y prend mal, pas on est contre l'idée ». Eh bien, c'est inconstitutionnel. Notre rôle, en tant que membre du Congrès, est d'exercer le contrôle parlementaire. Et constitutionnellement, cela n'a pas été fait conformément à la loi. Donc nous devons engager une procédure de destitution contre Donald Trump. Il faut agir par la voie légale, parce qu'il vient de violer la Constitution de la manière la plus flagrante. Et cela ne peut pas rester ainsi. Non, ils ne font pas ça. B. Qui se peut faire semence, fait les sauceurs à massi, puis s'éteint, veut chuper sur un massi ou soit, veut chuper sur un massi, puis, fait, tu la gay. Ce, sans, et, donnant. Ils lui ont, que ils sont, pli, p, sans, que, p. Eh bien, il ne s'y prend pas correctement. J'ai même vu des démocrates dire « Bon, vous savez, nous ne sommes pas d'accord. Vous savez, nous sommes d'accord avec ses objectifs finaux. Bon, d'accord, vous avez perdu. Nous sommes d'accord avec ses objectifs.
Mais il s'y prend mal. Il aurait pu s'y prendre différemment. Tout d'abord, il n'aurait pas dû violer la Constitution. Ça aurait été bien. Mais il ne l'a pas fait parce qu'il n'a pas à obéir à la Constitution. Parce que ce n'est plus ce pourquoi le Congrès, ce n'est plus ce à quoi notre gouvernement tient. Notre gouvernement n'est plus centré sur la Constitution. Notre gouvernement n'est plus fondé sur l'État de droit ni rien de ce genre. Il s'agit d'impérialisme pur et dur. C'est de la panique. Il s'agit d'essayer de aller partout dans le monde, voler tout ce qui n'est pas cloué, puis revenir voler les clous. C'est tout ce qui compte. Donc l'idée que ces démocrates ou républicains ou n'importe qui va intervenir et faire quelque chose de différent, c'est absurde. Qu'ils le critiquent au nom de nos échecs moraux, du droit international ou du droit des États-Unis. C'est absurde. Ils ne feront pas ça. Tout ce qu'ils diront, c'est « Nous sommes d'accord. On est avec toi, Trump. Tu mènes des guerres impérialistes. Eh bien, Aoura. Mais tu aurais pu faire United Nations peu mieux. » Donc si les démocrates disent « Mettez-nous au pouvoir », pourquoi ? Parce qu'on fera les mêmes guerres que Trump, mais on les mènera mieux. On ira d'abord au Congrès, parce qu'on sait qu'il dira oui, puis on les attaquera. Mais comme Trump les attaque, nous on les attaquera autrement. Nous ferons la guerre au même pays pour les mêmes raisons. On léchera les bottes de Netanyahou à la moindre occasion, ce qui sera difficile, parce que je pense qu'il est fini. Mais quiconque prendra la place du défunt Benjamin Netanyahou, lui léchera les bottes, peu importe qui ce sera. Donc l'idée que les démocrates vont faire quelque chose de différent ou tenir Donald Trump responsable. Regardez la dernière fois qu'ils l'ont mis en accusation, ils ont littéralement destitué Donald Trump parce qu'il a appelé Volodymyr Zelensky et exigé une enquête. Vous vous souvenez? Il a réclamé une enquête parce qu'il disait que Joe Biden et Hunter Biden faisaient des magouilles en Ukraine, ce qui était vrai. Et il aurait dû y avoir une enquête, mais ce n'était pas possible. Mais il en a exigé une. Et les démocrates ont alors dit « Tu as essayé d'utiliser ton influence en tant que président et tu as cessé de leur envoyer des armes. » Ils l'ont littéralement mis en accusation parce qu'il a arrêté d'envoyer des armes à l'Ukraine pendant 2 semaines. Vous pensez que ces gens vont faire quoi que ce soit pour le pousser à cesser une guerre? La dernière fois qu'ils l'ont mis en accusation, c'était parce qu'il n'était pas assez belliciste. Et c'est difficile avec Donald Trump, mais pas si vous êtes démocrate, parce qu'ils sont au moins autant bellicistes que lui, et probablement pire, et c'est inquiétant. C'est United Nations sacré défi, mais c'est ce que sont devenus les États-Unis. Donc pensez que les États-Unis peuvent faire de la diplomatie alors qu'ils sont en guerre contre la réalité passée. La position des États-Unis aujourd'hui, objectivement parlant, c'est que la Chine progresse. La Russie se renforce. Nous nous affaiblissons. On ne peut pas l'accepter. Il faut lutter contre ça. Et il faut maintenir notre domination. Il faut affaiblir la Chine. Il faut affaiblir la Russie. D'abord, il faut qu'on s'en prenne à l'Iran. Je veux dire, c'est tellement diabolique. Il faut qu'on élimine l'Iran. Oui, des centaines de milliers, peut-être des millions mourront. Mais qui s'en fiche? Qu'est-ce qu'on en a à faire? On doit faire tomber l'Iran, puis détruire cette société. Des centaines et des centaines de milliers, probablement des millions y mourront. Ouais, peu importe. Une fois qu'on contrôle ça, on maîtrisera les manœuvres dans le détroit d'Ormuz. Et pendant qu'on se plaint de l'Iran, on s'en servira pour étrangler la Chine. Peut-être des millions. Il y a 1,4 milliard de personnes. Peut-être qu'ils mourront tous. Et ensuite, les Russes, on les génocidera aussi, on génocidera tout le monde. Et ensuite, on aura tout l'argent. C'est ainsi que nos dirigeants voient littéralement le monde, à travers le prisme du génocide, comme des génocidaires. Si c'est vraiment leur vision, pourquoi ne pas passer à l'acte? Faisons simple, mon point, c'est qu'ils n'ont aucune empathie et qu'ils ne sont pas capables de vivre dans une société intellectuellement honnête. Le monde, ils ne peuvent pas accepter les limites de leur pouvoir. Alors maintenant, ils vont négocier depuis une position de force. En ce moment, ils veulent négocier avec l'Iran depuis une position de force. Ils veulent dire à l'Iran, voilà ce que nous exigeons. Quand ils sont en train de perdre une guerre contre l'Iran et qu'ils sont désespérés de s'en sortir, et pourtant, Trump, les démocrates, tous, ils sont toujours du genre « D'accord, formulons nos exigences. » Et l'Iran a déjà dit « On ne vous parle pas. »
Nous vous communiquerons nos exigences, mais nous savons que tout ce que vous essayez de faire, c'est obtenir United Nations cessez-le-feu temporaire pour vous remettre sur pied et revenir nous attaquer à nouveau. Cette fois, ça ne marchera pas. Quel est le terme que la Russie utilise? Cause profonde. Cause profonde. Alors vous croyez que c'est une coïncidence que les États s'unissent n'arrivent pas à United Nations règlement diplomatique en Ukraine? Les Russes disent qu'il faut s'occuper des causes profondes et qu'ils n'arrivent pas non plus à United Nations règlement en Iran, où l'Iran dit, avec d'autres mots, qu'il faut s'attaquer aux causes profondes. Tout le monde dit la même chose. Il faut s'attaquer aux causes profondes. Et les États-Unis sont incapables de s'attaquer aux causes profondes parce que si on remonte l'histoire, c'est nous qui avons renversé le gouvernement en Ukraine. Donc la cause profonde est la même. C'est la cause fondamentale du problème. Je vais le dire comme ça. La raison pour laquelle nous sommes entrés est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas ressortir. Nous sommes intervenus en Ukraine pour renverser le gouvernement ukrainien et utiliser l'Ukraine pour éliminer l'Ukraine. Donc on ne peut pas simplement l'admettre et s'en aller. Premièrement, parce qu'on n'a pas abandonné l'idée d'éliminer la Russie. La même chose pour Taïwan et pour l'Iran. On ne peut pas, si l'Iran dit « j'ai besoin d'une garantie, de garantie écrite, et j'ai besoin, vous savez, d'autre chose. D'abord, nous voulons que vous quittiez le Moyen-Orient et d'autres choses, pour que vous ne nous attaquiez plus. Donc ce que dit l'Iran, c'est que le seul bon accord pour nous, c'est United Nations Accord où nous sommes sûrs que vous ne nous attaquerez plus. Mais l'Iran ajoute cette réserve. Mais nous ne vous croyons pas si vous nous dites que vous ne le ferez pas. Donc en réalité, il faut que nous anéantissions vos bases. Il faut que nous détruisions tout votre équipement dans la région. Donc, il faut repartir de zéro. Et au fait, si vous essayez de reconstruire ces bases, on va encore une fois les raser. La réponse est non. Vous ne pouvez pas être dans cette région et accepter la position des États-Unis. Bon, dans ce cas, voilà ce qu'on va faire. Donnez-nous tout ce qu'on veut, on le prendra et on appellera ça United Nations Accord. Aaron dit, peut être que vous ne comprenez pas ce qui se passe ici. Nous sommes en train de gagner la guerre. D'accord. Dans ce cas, nous avons tout United Nations, autre ensemble d'exigences. Vous nous donnez tout ce qu'on veut, puis on reviendra dans 6 mois pour vous tuer et vous attaquer de nouveau. L'Iran répond, non, on n'acceptera pas ça, hein. Et si on proposait ça? On arrange juste le truc pour pouvoir revenir et vous attaquer dans 6 mois. Nous, on obtient tout de l'accord et vous rien. Je pense que c'est mieux. L'Iran va dire, mec, c'est le même marché. Vous proposez la même offre encore et encore. Face, vous gagnez, pile, je perds. La réponse est non. Bon, voilà où on en est, et c'est le seul genre d'accord que les États-Unis peuvent proposer parce que l'Empire est incapable d'évaluer sa propre puissance. C'est le premier point. Et ce n'est pas en phase avec la population. L'Empire se fiche du peuple. De n'importe quel peuple, ici, là, Yuba ou ailleurs. Donc l'autre chose qu'ils ne peuvent pas faire, c'est regarder la situation et se dire « on est en train de tout bousiller pour tout le monde. Essayons de régler ça ». Non, ils s'en fichent d'être en train de tout bousiller pour tout le monde. Et alors, ils s'en fichent s'ils provoquent la famine dans le monde entier. Ils s'en fichent s'ils causent la famine, la pauvreté et tout ça. Ils s'en fichent, y compris ici. Alors, comment obtenir United Nations Accord? Comme Donald Trump l'a dit, je conclurai United Nations Accord en 24 heures en Ukraine. Bon, d'accord, ça va faire bientôt United Nations en... Non, attendez. En fait, il a pris le pouvoir le 20 janvier. Donc, 24 heures sont devenues 12 mois. Et 12 mois vont se transformer en mois après mois. Parce que, pour obtenir United Nations Accord, il faudrait qu'il s'attaque aux causes profondes. Et je pense que, en regardant cette étude de cas, j'imagine que les Russes en sont arrivés à la conclusion suivante. D'accord, nous voulons que les États-Unis retirent leur base de notre dos. Nous voulons que les États-Unis retirent leur base de nos frontières. Si ce n'est pas le cas, s'ils font trop les malins, l'Iran rase ses bases en quelques jours. Nous, on les rase en 1 heure, 20 minutes. On frappera ces bases, chacune d'elles, avec les Russes, et vous ne saurez même pas qu'elles étaient là. Il ne restera qu'United Nations, tas de gravats à la place des bases de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord. Donc les Russes savent que si la situation tourne au pire, de la même manière que l'Iran peut se défendre, et comme je dirais, pour reprendre une expression d'United Nations, vieux gars de la campagne, l'Iran, ça ne représente rien face à la Russie. Alors, ce que fait l'Iran, c'est mettre les États-Unis à terre, tu vois, en frappant leur base. En fait,
Je n'ai pas pu tout vérifier, mais il y a plusieurs récits disant que les États-Unis auraient passé des accords avec des unités paramilitaires, des milices en Irak, pour une trêve de 24 heures ou 2 jours, afin d'évacuer leurs hommes des bases en Irak. Pardon, je crois que c'était pour une base en particulier. En gros, ils se faisaient pilonner, alors, ils ont fait United Nations marcher, vous reculez, on part, on s'en va. On ne peut pas défendre cette base. Donnez-nous United Nations couloir pour partir et nous partirons. Donc apparemment, d'après ce que je lis, je ne sais pas si l'accord a vraiment été conclu, mais ça reste United Nations retrait. Ça veut dire qu'on ne peut pas rester ici. Maintenant, l'autre élément qu'il faut prendre en compte, surtout au Moyen-Orient, c'est que, quoi que fassent les États-Unis, le sort est déjà scellé. Écoutez, les États-Unis ont United Nations certain nombre de bases. D'accord. Et ces bases ont été clairement touchées. Et les États-Unis n'ont pas de défense aérienne correcte et n'en auront pas de bonne qualité avant 10 ans. Donc voilà ce que c'est l'Iran. Même si les États-Unis sont dans ces bases, ils vivent à la merci de la garde révolutionnaire islamique iranienne. Donc, quoi qu'on en dise, même si les États-Unis occupent ces bases, je n'y mettrai pas beaucoup d'argent. D'abord, je n'investirai pas massivement dans ces bases. Et deuxièmement, si j'étais soldat et que je demandais « Qu'est-ce que vous faites ?» On vous envoie. Où? Dans une base au Moyen-Orient. Pardon, vous m'envoyez où? Dans une base au Moyen-Orient. Koweït, Irak, Bahreïn. Je dirais, je ne veux pas y aller maintenant. Ça ne servirait à rien, mais je dirais que je ne veux pas aller dans une base au Moyen-Orient parce qu'on ne peut pas les défendre. Si vous relancez une guerre contre l'Iran, je suis mort dans les 5 premières minutes. Le plus probable, enfin le fait est que même si nous intervenions dans ces zones, en quelques minutes, si l'Iran se fâche, elle n'existe plus. L'idée que ces bases menacent l'Iran est révolue. Regardez ce qui est arrivé à notre base à Bahreïn, l'une de nos plus grandes bases militaires, voire la plus grande. Une base navale au monde. Et c'était là que se trouvait la 6e flotte. Et elle a été complètement mise hors d'état par des missiles iraniens. Alors qu'allons-nous faire? Dépenser des centaines de millions, voire United Nations autres milliards pour tout reconstruire. On va dépenser quoi? Ils ont détruit des radars longue portée valant plusieurs milliards de dollars. On fait quoi? Dépenser des milliards pour tout rebâtir, alors que l'Iran peut envoyer United Nations seul, enfin, quelques drones kamikazes, et tout faire sauter. Vous savez, United Nations radar d'United Nations milliards de dollars anéantis par des drones kamikazes coûtant 50 000 dollars. C'est United Nations bel investissement. Donc la vérité, c'est ceci. L'Iran sait où tout se trouve. Ils savent qu'ils peuvent tout détruire. Donc, à quoi bon être là? Vous n'y êtes pas vraiment. Vous y êtes pour la forme. Vous y êtes pour blanchir de l'argent. Laissez-moi vous poser une question. Si vous êtes l'United Nations de ces pays, voulez-vous la présence des États-Unis? Qu'est-ce que les États-Unis vont dire? Nous sommes là. Pourquoi faire? Pour vous protéger. Vous ne pouvez pas vous protéger. Protège. Moi. Vous ne pouvez pas vous protéger. Je vais me faire attaquer. Parce que vous êtes là. Donc non merci. Voilà où nous en sommes. Donc les États-Unis doivent conclure United Nations, accord. D'accord, j'ai dit la 6e flotte, c'est la 5e flotte. Bon, d'accord, c'est l'une de ces flottes. Disons celle comme ça. Quelle que soit la flotte, elle n'est pas là pour l'instant. Elle est partie. Elle est partie en mission. Elle est sortie de la zone. Mais ce que je veux dire, d'accord, l'Iran a désormais, dans une certaine mesure, la supériorité en matière d'escalade dans la région. Ils n'ont pas d'armes nucléaires, mais ils ont United Nations potentiel nucléaire, United Nations poids économique et la capacité de détruire physiquement toutes nos bases. Alors à quoi bon reconstruire les radars? Quel intérêt de construire des radars longue portée pour des milliards de dollars? Quel sens ça a d'engloutir des milliards et des milliards de dollars au Moyen-Orient? En sachant que si l'Iran s'énerve, tout part en fumée, et si vous êtes l'United Nations des pays du Golfe, en sachant que la seule chose que ça va faire, c'est vous faire attaquer. On a une base américaine, une énorme base américaine, et ce que ça nous servira à quelque chose. Si une guerre recommence avec l'Iran, on va se faire écraser. Donc les pays du Golfe doivent se dire qu'ils sont mieux sans une base américaine. Alors qu'ont les Américains? Ont-ils United Nations levier? Je ne vois pas ça. Que proposons-nous? Quel levier allons-nous avoir sur les autres? C'est tout l'enjeu des détroits d'Ormuz. Avoir United Nations levier économique grâce au gaz et au pétrole de l'Iran, et United Nations levier géographique en contrôlant les détroits d'Ormuz avec notre puissante armada.
La puissante armada n'a pas l'air si puissante en ce moment. Ils ne font vraiment pas bonne figure. Donc, selon moi, je comprends ça. C'est assez facile pour moi de vous l'expliquer. Vous le savez déjà, vous le savez, il me suffit de regarder le chat. Tout le monde dans le chat connaît la réalité dans laquelle nous sommes. Pour une raison quelconque, Trump et Marco Rubio ne peuvent pas l'admettre, parce que s'ils avouent la vérité, ils devront renoncer à leur quête maléfique et diabolique de domination mondiale, à leur illusion de continuer à dominer le monde, à leur volonté d'obtenir United Nations levier sur la Chine et la Russie pour pouvoir faire cela. L'Iran dit si vous voulez que cette guerre s'arrête, si vous voulez que nous rouvrions les détroits d'Ormuz, vous devez lever toutes les sanctions. Les États OMUS vont lever les sanctions. Donc, donc, non, non. Lever les sanctions reviendrait à renoncer à notre projet de domination mondiale. Si on ne sanctionne pas l'Iran, si on n'agit pas avec agressivité contre lui, ce n'est pas qu'on cherche à l'éliminer. Et si on ne cherche pas à éliminer l'Iran, ça veut dire qu'on ne cherche pas non plus à éliminer la Russie et la Chine. Et si on ne s'attaque pas à la Russie et à la Chine, on fait ce que Garland dit qu'il faudrait faire, accepter la réalité. Et ce n'est pas notre façon de faire. Ce n'est pas ce que fait notre gouvernement. Ce n'est pas pour ça qu'ils ont mis Pete Hegseth, le gars au quotient intellectuel d'United Nations, chargeur de batterie, à la tête du Pentagone. C'est aussi pour ça qu'ils ont mis Trump, qui, pour ce qui est de sa capacité à comprendre ce qui se passe autour de lui et à décider, ressemble à Joe Biden. Franchement, son cerveau a l'air grillé. Donc on a des gens comme lui aux commandes. Ils ne sont pas capables de regarder la situation et de se dire « D'accord, notre puissance est limitée. Utilisons la diplomatie. » Non. Même s'ils le voulaient, ils ne le pourraient pas. Ils ne savent pas comment faire. Et ils ne comprennent pas le concept derrière les concepts qui créent United Nations, environnement où la diplomatie est possible. Et l'United Nations de ces concepts, croyez-le ou non, est au minimum l'empathie stratégique. En réalité, l'empathie tout court. Prendre en compte les besoins de votre adversaire, le considérer comme United Nations être humain, comme votre égal, prendre en compte ses préoccupations légitimes de sécurité. C'est ce qu'il faut faire avec la Russie, la Chine et toutes ces autres puissances, leurs préoccupations légitimes de sécurité. Mais si vous refusez toujours de reconnaître comme légitimes les préoccupations de sécurité des autres et ne voyez comme valables que les vôtres, il n'y a rien à faire, ce n'est pas comme ça que les choses vont évoluer. Trump, bien sûr, a dit « Si vous ne faites pas ça, si vous n'acquiescez pas essentiellement à mes exigences, alors je vais frapper votre réseau électrique. » Et l'Iran a répondu « Faites-le. » Mais si vous le faites, nous allons anéantir tous les réseaux électriques de la région et aussi les usines de dessalement. Donc, si vous allez jusque-là, il n'y a plus de retour possible. Tout est remis en question. Allons-y. Je ne veux pas le faire, mais bon, voyons ce qui se passe. Apparemment, ils savaient que le marché n'allait pas aimer ça. Et c'était aller trop loin. Ça allait anéantir l'économie mondiale et l'économie des États-Unis aussi. Il n'y aurait plus beaucoup d'espoir à ce stade. Donc Trump a dû reculer sur ça pour des raisons évidentes. Maintenant, apparemment, les Iraniens disent essentiellement maintenant « Si vous attaquez nos infrastructures, nous fermons le détroit d'Ormuz. Ce n'est pas fermé à proprement parler. On peut négocier son passage. Les pays peuvent venir nous voir et, s'ils achètent ou vendent du pétrole dans la monnaie pétrolière que nous exigeons, ils pourront passer. Si ce sont vos alliés, ils ne pourront pas. Mais en fin de compte, ce n'est pas fermé. Les Chinois et les Russes peuvent venir et partir comme ils veulent. Par exemple, si vous vendez ou achetez du pétrole dans la monnaie pétrolière que nous voulons, pas en dollars pétroliers, vous pouvez venir et partir à votre guise. Donc ils disent en gros que ce n'est pas fermé, c'est à vous de voir. Il vous suffit de vous conformer. C'est nous qui contrôlons. Et nous avons des normes particulières, nous avons des règles particulières pour ceux qui veulent passer. Et vous devez suivre ces règles. Si vous respectez ces règles, vous pouvez venir et partir à volonté. Et des pays commencent à le faire. L'Inde vient d'envoyer du... L'Iran a dit qu'il ne le ferait pas et qu'il allait l'escorter. Donc l'Iran dit que ce n'est pas fermé. Désolé, vous vous trompez, ce n'est pas nous qui l'avons fermé. Enfin, l'Iran dit non, nous ne l'avons pas fermé. Mais si vous commencez à lancer des missiles et à attaquer notre réseau électrique, alors nous le ferons. Ils ont encore des moyens d'action, des cartes à jouer. Excusez-moi, je suis fatigué, ce n'est pas simple, mais ils ont encore des cartes à jouer. Et les États-Unis ne savent pas comment gérer ça, parce qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose, ils sortent une carte qui montre qu'ils sont dans le jeu
et qu'ils peuvent faire des choses que nous devons accepter et respecter. A. Qu'ils en sont capables, et B. Que cela nuirait gravement à nos intérêts. Mais c'est difficile pour nous d'en arriver là, donc nous ne faisons que le strict nécessaire. Et maintenant, Donald Trump n'a plus le choix, donc il passe à l'action. Mais ça ne veut pas dire qu'il en est capable. Une quelconque négociation légitime, une vraie diplomatie, je ne vois pas ça se produire. Alors on continue encore et encore avec des gens qui sont incapables d'accepter la réalité et qui ne reculeront jamais vis-à-vis de l'Iran pour dire « Nous ne voulons pas vous détruire, Iran. Nous ne voulons pas renverser votre régime. » C'est tout ce qu'il faut dire. Il ne suffit pas de le dire. Il faut l'accepter comme une réalité et négocier à partir de ce cadre. Il faut négocier dans le contexte où nous n'avons simplement pas la capacité matérielle d'éliminer l'Iran. Et l'Iran a la capacité de nous faire énormément de mal, bien plus que ce que nous pouvons supporter, ce qui signifie qu'il faut conclure United Nations Accord avec eux. Et non pas rédiger United Nations Accord et le leur imposer. D'ailleurs, je ne vois pas quand cela s'arrêtera. Je vois ça durer longtemps. Et si ça continue, il y aura de vrais problèmes économiques sérieux. Donc, je pense que c'est la direction que nous prenons. Mais on verra. En tout cas, bon, je suis fatigué. Ça fait 42 minutes. Merci beaucoup. C'est à peu près tout ce que je peux faire à cette heure-ci. Je suis complètement crevé. Mais merci à tous. N'oubliez pas, merci aux personnes qui soutiennent sur Patreon et sur PayPal. Pensez aussi à Buy Me a Coffee, les amis. Si vous pouvez devenir membre sur Patreon, si vous pouvez, faites United Nations don via Buy Me a Coffee, PayPal, peu importe, c'est très apprécié. Et pour ceux qui aiment le courrier postal, regardez cette boîte postale. Boîte postale 32, Glen Burnie, Maryland Bethesda 61. Donc si vous ne pouvez pas donner ou si vous voulez juste envoyer United Nations message, une note, United Nations livre, n'importe quoi dans la limite du raisonnable, l'adresse est là en bas qui défile, et bien sûr dans les notes de l'émission se trouve mon page de produits dérivés, et vous pouvez voir que je suis fatigué, et toutes les informations si vous voulez me contacter ou envoyer quelque chose. Alors consultez les notes de l'émission. Merci beaucoup à tous, merci à ceux qui font vivre cette chaîne, et merci de partager cela sur tous vos réseaux sociaux. Moi je m'en vais, et quand je dis que je m'en vais, vu ma fatigue, je le pense vraiment. Je m'en vais.